Bonjour, voilà, nous vous accueillons aujourd'hui pour Livre et MAM, qui est un cycle d'entretiens réalisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages donc académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Eu égard malheureusement, vous l'avez constaté, aux mesures sanitaires, ces rencontres se tiennent pour l'instant sous forme de webinaire, mais on vous promet, à l'avenir, elles se dérouleront sous une formule mixte et hybride, donc en partie en webinaire, en vidéoconférence, mais aussi en présentiel, même si je n'aime pas beaucoup ce terme présentiel, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et plus précisément à la médiathèque d'Aix-en-Provence. Donc, ça sera un plaisir de vous retrouver en chair et en os avec nous à la MMSH d'Aix-en-Provence, nous l'espérons d'ici quelques semaines. Ce mardi 2 février, nous avons le plaisir d'accueillir Laure Girgis. Laure Girgis pour son dernier ouvrage, donc sur les gauches arabes, histoire et héritage des années 50 et années 70, qui ont été publiés aux presses universitaires d'Édimbourg, qui sont sortis il y a quelques mois. Ouvrage qui a été publié en langue anglaise, mais elle nous parlera aujourd'hui en français d'un ouvrage donc en anglais. Cet ouvrage collectif explore donc les histoires entremêlées des mouvements de gauche au Maghreb et au Machrek durant les longues années 60, années 50, 60, 70, et notamment grâce à des approches totalement inédites, transnationales et générationnelles, livres collectifs donc qui ouvrent, faut-il le dire, de nouvelles perspectives de recherche sur la gauche et la guerre froide, mais aussi la gauche et les différentes luttes d'émancipation nationale. Laure, merci d'avoir accepté cette invitation, d'y avoir répondu positivement. Je rappellerai que vous êtes historienne et politiste. Vous êtes actuellement professeur associé à l'Institut d'études avancées d'une ville danoise qui s'appelle Aarhus. Excusez-moi si je prononce mal le mot donc de Aarhus, qui est une ville, je crois, de 300 ou 400 000 habitants, mais qui surtout est le siège d'une université très connue au niveau européen. Bien sûr, Laure, on vous connaît déjà, vous êtes une chercheure reconnue, vous êtes aussi d'ailleurs associée, je le rappelle, à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabo-musulman, l'IREMAM d'Aix-en-Provence, qui est organisatrice de ce cycle de webinaires. Vous êtes bien une spécialiste de l'histoire de société égyptienne contemporaine et du temps présent, et d'une manière plus générale, vous travaillez sur les idéologies et les mouvements politiques au Proche et au Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur de très, très, très nombreux articles scientifiques en langue française et en langue anglaise. Je ne pourrai pas tous les citer, je m'excuse, mais vous êtes aussi l'auteur de livres qui aujourd'hui font référence dans le champ des sciences sociales, notamment Copts and Security State, Violence, Coercion and Sectarianism in Contemporary Egypt, qui ont été publiés aux prestigieuses presses de l'université de Stanford en 2016. Vous êtes également l'auteur d'Égypte, Révolution et contre-révolution, paru aux presses de l'université de Laval en 2014. Également Les Coptes d'Égypte, violence communautaire et transformation politique de 2005 à 2012, paru aux éditions Cartala précisément en 2012, et vous êtes co-auteur avec Hamid Bozatslan d'un livre d'hommage à Alain Roussillon, Réforme et politique dans le monde arabe, paru aux éditions du CNRS. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aujourd'hui de rendre hommage à Alain Roussillon, qui a énormément marqué la recherche sur le monde arabe, mais aussi, je dirais pas seulement la recherche, je dirais plutôt les débats d'idées, les débats intellectuels sur le monde arabe. Donc, faisons de cet événement aussi un hommage et une très forte pensée pour Alain Roussillon. Laure, merci. Donc, nous allons tout de suite commencer cette discussion autour de votre dernier livre sur les gauches arabes. Ce livre s'inscrit, on peut dire, dans un mouvement plus général, d'un retour de l'intérêt des sciences sociales pour à la fois les mouvements, les organisations, les partis et les personnalités de gauche. Si ce livre reste exceptionnel, il s'inscrit pour autant, on va dire, dans un courant. Euh, on peut noter notamment ces dernières années, de l'apparition de très très nombreuses autobiographies à la fois d'auteurs et d'acteurs. D'ailleurs, un certain nombre de chercheurs qui ont été aussi des acteurs des gauches arabes publient aujourd'hui soit des socio-histoires des mouvements auxquels appartenu, soit même des formes d'autobiographie. Alors, première question, peut-être première piste de réflexion que nous allons avoir, mais est-ce qu'on peut parler d'une certaine forme de mouvement de nostalgie? Vous employez vous-même euh, la formule que j'ai trouvée très bien construite de left-wing mélancolia. Peut-on parler
un peu en construisant sur un latinisme de sinistrologie dans le monde arabe. Qu'est-ce qui explique finalement qu'une auteure comme vous, qui est plutôt de la nouvelle génération, même de la nouvelle génération, publie aujourd'hui un ouvrage sur les gauches arabes, alors que on n'a pas forcément l'impression qu'elles aient joué un rôle majeur, par exemple, dans les mouvements de protestation récents de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois comment et pourquoi un ouvrage sur les gauches arabes en 2020-2021? Je n'ai pas d'explication définitive à proposer sur ce regain d'intérêt pour les gauches arabes, mais je peux effectivement identifier plusieurs facteurs. Alors, parmi ces facteurs, vous évoquez à juste titre le rôle mineur des gauches dans les mouvements protestataires des années 2000 et la peur de voir disparaître les traces de ces mouvements face au rouleau compresseur de l'islam et des restaurations autoritaires. Alors, en effet, de manière pas si paradoxale peut-être, les révolutions arabes ont joué un rôle déterminant dans ce renouveau à plusieurs égards pour les acteurs comme pour les auteurs, les uns et les autres n'étant parfois qu'un seul. Et certes, les gauches arabes, en tant que parti organisé, ont joué un rôle mineur dans les mobilisations de la décennie précédente. Bon, pour des raisons évidentes, la vie politique est clôturée. Après la guerre froide et la chute de l'URSS, la définition de la gauche et de la droite est complètement à repenser, ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe plus. Dans le monde arabe, comme ailleurs, les gauches ont été décimées par les guerres, la répression, les divisions internes aussi qui sont importantes. Bref, il y a une rupture organisationnelle, idéologique, et les rapports de force géopolitiques sont complètement différents à l'heure actuelle et dans les années 50-70. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune continuité entre les mouvements des années 50-70 et les mobilisations récentes. Donc je pense qu'on reviendra peut-être sur cette question, mais c'est vrai qu'on pourrait analyser dans Tout à cette fait. perspective les diverses modalités de transmission en deçà des partis et des organisations. Mais aussi analyser comment les mobilisations des années 2000 ont réveillé l'espoir, les espérances, ou ce que Amit Beaux-Arslan a appelé les passions révolutionnaires. C'est-à-dire que l'idée qu'un futur est possible et que l'on a pris sur la construction de ce futur. Donc, cela a ravivé non seulement la volonté de se mobiliser, mais la volonté de transmettre. Et dans ce contexte, ce qui est nouveau, je pense, c'est que la volonté de transmettre, c'est la volonté de transmettre une expérience avec ses échecs, mais aussi avec ses points positifs. Et donc, dans ce cas-là, je veux dire, on sort peut-être justement de la sinistratologie. C'est-à-dire qu'on se retourne vers ce passé, pas seulement comme vers un passé fait de défaites, d'échecs, mais aussi vers un passé duquel on peut encore apprendre, peut-être. Mmh. Du point de vue des chercheurs, c'est vrai que 2011 a joué aussi un rôle dans le regard d'intérêt pour les gauches, en ce sens qu'on s'est rendu compte que pour comprendre, alors aussi bien les passions révolutionnaires que les mobilisations contemporaines, il fallait quand même un peu adopter une perspective historique et étudier les dynamiques de rupture et de continuité dans les espaces politiques arabes. Je voudrais aussi, effectivement, comme vous l'avez mentionné au début, évoquer un peu la genèse de ce livre et les différentes initiatives qui lui sont liées. Parce que c'est vrai qu'au départ, ce livre, il est parti d'une conférence que j'avais organisée à Beyrouth en 2016. Et qu'outre le regain de textes, donc d'auteurs, acteurs, il y a eu aussi un regain d'intérêt pour les archives. Et donc, par exemple, parmi les autres initiatives, il y avait aussi l'idée de faire un Arab Left Reader, donc c'était Hannah Morgenstern et Mesna Kato qui avaient organisé un workshop à Oxford, je ne sais plus, en 2018, je crois, avec l'idée de faire un livre de traduction de textes d'auteurs et d'acteurs de gauche. Et puis, j'ai organisé à Amsterdam aussi un workshop sur les archives avec l'idée de digitaliser un maximum de documents de ces groupes, parce qu'il y a énormément de matériel qui n'est pas forcément disponible, donc ça prend un peu forme lentement, mais c'est vrai qu'on a du coup quand même digitalisé les archives
du groupe syrien, d'un des groupes de Nouvelle Gauche syrienne. Là, bientôt, je viens d'envoyer à l'Institut, donc c'est le International Institute for Social History Amsterdam, qui est un institut d'archives, toutes les archives d'un des groupes égyptiens. Gilbert Achcar a donné les archives du groupe trotskiste libanais. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc ça, je le signale parce que ces documents ne sont peut-être pas encore référencés dans le catalogue de l'Institut, mais sachez que ça existe, que c'est disponible ou que ça va l'être bientôt. Voilà. Donc, Merci Laure merci pour ces précisions. Dans votre introduction, justement, vous soulignez un peu le triomphe d'un certain présentisme, pardon, et notamment plutôt l'intérêt des acteurs politiques, intellectuels et médiatiques, mais aussi bien sûr des acteurs de sciences sociales, chercheurs universitaires, plutôt pour les mouvements de l'islam politique. Et donc, par conséquence, une certaine désintérêt, excusez-moi de le dire comme ça, mais pour la gauche. Si on s'intéresse à un objet, du coup, on a plutôt tendance à négliger l'autre. Alors, justement, est-ce qu'on ne peut pas penser ces objets ou ces formes d'hégémonie, qui sont des formes d'hégémonie politique idéologique, mais aussi finalement des formes d'hégémonie dans la recherche, hein, puisque aujourd'hui, si on compare le nombre de travaux sur l'islam politique par rapport aux travaux sur les gauches, je pense que c'est d'un rapport de 1% ou même peut-être encore moins, de 0,5% pour les gauches et de 99,5% pour les mouvements ou les partis, les personnalités touchant ou concernant l'islam politique. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas finalement établir non plus une réflexion, mais aussi une recherche en termes de continuité, de circulation, d'emprunt, à la fois dans les façons de penser, dans les modes d'action, dans les modes de mobilisation, ou pour le dire autrement, finalement, qu'est-ce que les islamistes, dans leur diversité, parce qu'il ne s'agit pas d'en faire une catégorie homogène, doivent finalement aujourd'hui aux gauches arabes? Et est-ce que aujourd'hui même, les islamistes parfois se réfèrent, se revendiquent à des courants en termes d'emprunt partiel, voire même un peu plus que partiel, aux gauches ou aux personnalités des gauches arabes? Hein, finalement, est-ce qu'il y a un héritage de gauche chez les islamistes? Est-ce qu'on peut dire que certains modes d'action, certaines représentations, certaines manières de penser, certaines manières de faire de la politique des islamistes doivent aussi aux gauches arabes? alors, je serais peut-être tentée de reformuler la question, Oui. distinguer entre les années 50-70 et la période actuelle. Il y a bien Mm. évidemment, si on se situe dans les longues 60s, à une époque où la syntaxe de gauche est hégémonique, bien évidemment, les courants d'islam politique qui vont réémerger à cette période-là vont aussi puiser dans cette syntaxe. Donc, évidemment, les noms les plus connus qu'on peut citer dans cette perspective, ça va être El-Shariati ou le premier Qutb. Disons plus généralement, ils vont être obligés, donc non seulement peut-être d'utiliser un vocabulaire marxiste, mais aussi d'accorder une importance à la question sociale. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont avoir un projet socialiste, parce que c'est rarement le cas. Bon, après, plus généralement, moi j'aurais tendance à formuler la question en m'interrogeant peut-être non pas tant sur les emprunts ou les convergences entre gauche et islamistes, que sur la manière dont vont se structurer les modes de politisation dans une configuration politique donnée. Dans cette perspective, les similitudes entre les islamistes et les gauches peuvent être analysées non pas en termes d'influence, mais en tenant compte, excuse-moi, mais j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, mais en tenant compte des opportunités et des contraintes et de la syntaxe et des normes dominantes, telles que définies principalement par le régime, mais le régime étant entendu dans un sens plus large que les gouvernants, dans le sens, pour ainsi dire, foucaldien de la gouvernementalité. Et donc, par exemple, c'est vrai que si on observe les modes d'organisation des groupes de gauche ou certains groupes islamistes, on va pouvoir remarquer des similitudes dans les types d'organisation, la question Mm. de la clandestinité ou de l'action publique, autant de questions qui vont se poser à ces groupes, non pas tant parce qu'ils vont s'influencer les uns et les autres, mais parce qu'ils vont être soumis et vont être partis d'un même contexte et de même rapport de force politique, idéologique et institutionnel, social.
Donc vous diriez plus analogie, plus que filiation? C'est-à-dire que le contexte fait qu'on peut rapprocher, en tant qu'historien, sociologue, ce que font les islamistes, leur conception du politique face à l'autoritarisme, plus qu'une filiation qui ferait qu'ils ont été aussi formés, influencés, socialisés aussi par la gauche, ou du moins, leurs prédécesseurs ont parfois été de gauche. Donc du coup, où on met le curseur entre l'analogie et la filiation, ce qui n'est pas évident, hein. J'avoue que c'est pas une réponse qui est évidente, hein. Je dirais que c'est très difficile d'objectiver ce qu'on appelle les filiations. C'est quelque chose de très, très difficile en sciences sociales. Mmh, C'est pas exclusif. mmh. Ça veut dire qu'il faut fonctionner de cette manière-là et exclure complètement l'étude des passages, des filiations, parce qu'effectivement, elles existent aussi. Oui. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans dans votre ouvrage, c'est que vous nuancez un peu ce qu'on pourrait appeler la thèse de la défaite de la pensée, en disant, il faut arrêter de raisonner en termes de défaite de la pensée de gauche, mais au contraire voir comment les gauches arabes, dans leur diversité, continuent aujourd'hui, hein, en ce début du XXIe siècle, à influencer de manière différente ou à produire de l'influence, de la créativité, que ce soit dans les champs culturels, intellectuels et scientifiques. Mais la vraie question qu'on peut se poser, bien sûr, on peut tout à fait admettre comme vous, effectivement, l'apport des gauches à ce que ne serait-ce que, le cinéma, les œuvres, les œuvres de fiction, le débat intellectuel, les revues intellectuelles et bien sûr, l'université, hein, puisque les gauches universitaires, tant du côté des anciens étudiants que des anciens enseignants, ont énormément apporté et continuent à apporter au débat intellectuel. Mais est-ce que la vraie question qu'on peut se poser, est-ce que ce sont simplement des champs de refuge, hein, vous voyez? Il y a le culturel et il y a le politique, ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce que finalement les gauches ne se trouvent pas ghettoisées, excusez-moi l'expression, dans ce qu'on pourrait appeler des champs très particuliers, l'art, la culture, le cinéma, quelques revues intellectuelles, mais finalement peu présent sur la scène politique. Et là, j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, vous donnez des exemples qui contredisent cette thèse, hein. Mais finalement, il n'y a pas qu'une ghettoisation culturelle et intellectuelle des gauches, il y a aussi des figures de gauche qui restent, je dirais, qui font sens. Alors, j'en profiterai, si je puis dire aussi, pour citer une. Je connais peu les terrains égyptiens que vous citez. Vous citez la figure d'Arwa Saleh, hein, cette communiste et féministe, dont le nom est encore cité en 2011, et encore un exemple tunisien que je connais mieux, qui est Gilbert Nakache, qui est une grande figure de l'extrême gauche tunisienne, qui a fait 11 ans de prison et qui était encore cité jusqu'à même encore aujourd'hui, là au moment où je parle, dans les mouvements protestataires égyptiens, alors qu'il était vraiment une figure de très à gauche, et très très à gauche même. Du coup, finalement, la vraie question, alors ghettoisation ou malgré tout, finalement, les acteurs de gauche continuent à influencer les champs de la protestation politique au-delà du champ qu'on pourrait dire culturel et artistique. Donc oui, effectivement, j'aurais même tendance à dire que non seulement la gauche n'a pas perdu la bataille de la pensée, mais que bon, peut-être qu'elle n'a pas gagné la bataille politique, mais qu'elle pourrait gagner la bataille de la pensée à l'heure actuelle, quand on observe les désastres en cours. Il y aurait vraiment là, voilà. Donc, concernant les modes de transmission entre les acteurs de gauche des années 50, 60, 70 et la période actuelle, euh, c'est vrai on peut analyser des cheminements extrêmement divers. Donc, certains ont été, enfin, peuvent être retracés relativement aisément, et beaucoup de chercheurs se sont déjà attachés à étudier, notamment, pour citer un des exemples les plus connus, le passage des acteurs de gauche au militantisme en parti, en organisation, à un militantisme de plaidoyer en association ou dans des ONG. Mais on pourrait aussi suivre des trajectoires individuelles. Et alors là, des trajectoires individuelles et comment des trajectoires individuelles ont pu influer sur tout simplement des modes d'être. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément bénin non plus. Je veux dire, ces modes d'influence ne sont pas nécessairement un pis-aller ou un refuge, parce que c'est vrai que ces transformations, au contraire, je pense, sont des éléments de transformation cruciales des sociétés, de la transformation sociale. Parce que les transformations normatives,
prennent corps, non pas tant simplement dans des changements de régime politique et de gouvernement, que dans des changements de comportement et de vision du monde. Et donc ces changements, ils s'effectuent comment? Ils s'effectuent dans les millions de transformations qui sont peut-être au départ imperceptibles, et puis qui sont véhiculées par des individus, et qui, pour autant qu'elles sont réitérées, vont finir par transformer aussi les modes d'être, les modes de sentir, les modes d'agir et les normes. Et ça, c'est tout à fait indiscernable. Et surtout, c'est très difficile pour la recherche parce que c'est pas quantifiable au départ. Mmh. Enfin, ça devient quantifiable Mais quand. par rapport à ouais. Mmh. Par rapport à ça, j'ai trouvé vraiment intéressant votre ouvrage et notamment l'introduction de l'ouvrage où vous citez des figures qui, font toujours alors qu'elles sont décédées pour certaines, qui sont toujours citées, qui sont toujours iconiques dans les mouvements actuels et ce sont des figures très, très marquées. Bon, Arwa Saleh, non seulement elle était communiste, mais en plus elle était féministe. Donc voilà et donc je trouve ça très, très intéressant. Mais du coup, est-ce que i pour qu'ils soient encore présents aujourd'hui, est-ce que quelque part ils sont dégogisés? Est-ce que quelque part on en fait des icônes, mais en occultant presque qu'ils aient été féministes, communistes ou de gauche, ou est-ce qu'on en fait des icônes en assumant qu'ils aient pu être féministes et vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la construction ou la perdurance, excusez-moi de ce terme, mais des figures iconiques de gauche, que ça soit dans les mouvements de lutte de libération nationale, des protestations aujourd'hui, et cetera, est-ce que finalement ils deviennent des icônes au-delà de leur identité de gauche? Ou est-ce quelque part finalement, cette identité de gauche continue à faire sens. Ouais, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à faire des icônes, mais en les dégauchisant d'une certaine manière, pour pouvoir entrer dans le panthéon des acteurs protestataires, quelque part, si je voulais employer cette formule. Je ne sais pas, je sais que la réponse n'est pas forcément évidente, mais moi, je me posais la question, finalement. Je pense pas qu'ils soient dégauchisés. Maintenant, ce qui ne veut pas dire que la gauche ait le même sens à l'époque qu'à l'heure actuelle. Et ça ne veut pas dire qu'il y ait un seul discours sur ces figures. Dans le cas d'Al Wassal, il y a justement des discours extrêmement variés sur cette figure. Et donc là je renverrai peut-être au travail de Farah Ramzi, qui a travaillé justement sur les discours euh, des générations. Je suis désolée, mais je me suis réveillée avec presque sans voix. Je vais essayer de continuer. Oui, je vous en prie, je Euh, vous en prie. donc oui, je reviendrai au travail de Farah Ramzi, qui a travaillé justement sur les discours des jeunes Égyptiens sur Abu Saleh. Et en montrant qu'il y avait à la fois des récupérations, des différends, mais je ne pense pas qu'elles soient dégauchisées. Enfin, Mmh. Non, non, c'est pas du tout mon propos, mais je veux dire, c'est une hypothèse que je disais. Voilà, est-ce que comment elle est réappropriée finalement? Est-ce qu'elle est réappropriée dans sa dimension communiste et féministe? Bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ou est-ce que c'est plutôt euphémisé cette dimension, ne serait-ce que féministe, par exemple? féminisme, au contraire. C'est ce que j'ai. D'accord, elle est plutôt valorisée. D'accord, ouais, d'accord. Ouais. Mmh. Communiste peut-être plus alors du coup. Peut-être que son communisme est un peu, est moins du moins on le prononce moins ou on l'assume moins comme héritage peut-être, non, je ne sais pas. Ouais. Mmh. Mmh. Je n'ai pas suffisamment étudié les Ouais. discours contemporains sur cette figure pour répondre de manière, je pense, satisfaisante. Mais Mmh. D'accord. Mmh. parce qu'il y a Non, parce que je citais justement ce cette figure qui vient de décéder, qui est Gilbert Nakache, qui a, effectivement, de manière assez surprenante, qui a retrouvé une sorte de jeunesse révolutionnaire puisque d'une certaine manière, il n'avait pas été oublié parce que Gilbert Nakache, il avait fait 11 ans de prison, donc il était connu en Tunisie, mais qui aurait pensé que des jeunes révolutionnaires d'une région déshéritée puissent connaître son nom? Personne et en fait, il est une des figures donc là, on a effectivement et vous avez raison, je pense que quelque part, les gens assument une partie de son héritage, révolutionnaire de gauche. Ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est forcément gommé. Peut-être qu'il l'exprime différemment, mais en tout cas, c'est pas forcément gommé. Alors, autre sujet que vous abordez, c'est la question des gauches, au pluriel, et de l'État. Et vous montrez que très souvent, la recherche s'est plutôt penchée sur à la fois le rapport des gauches à l'État, mais aussi ce qu'on pourrait appeler les gauches plutôt étatiques, on va dire, plus que sur les autres gauches. Est-ce que c'est vrai partout? J'avais le sentiment qu'au Maghreb, par exemple, il y avait beaucoup plus de travaux, mais aussi d'autobiographies sur les extrêmes gauches.
plutôt sur les gauches radicales, plus que ce qu'on pourrait appeler sur les gauches systémiques. D'une certaine manière, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Mais voilà, donc de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si dans votre livre, je l'ai parcouru, mais par exemple, est-ce que vous pensez, au-delà de votre livre, qu'il y a quand même une différence entre Moyen-Orient et, Proche, et Maghreb, ou Machrek-Maghreb, pardon, du point de vue du rapport à l'État, de ce point de vue-là? Parce que c'est vrai que quand on prend l'intérêt des sciences sociales ou même l'intérêt intellectuel pour les gauches, les extrêmes gauches hors système ont beaucoup plus passionné au Maghreb que, par exemple, les gauches systémiques ou les gauches du système. Je ne sais pas ce que. J'attends pas forcément une réponse tranchée de votre part, mais qu'est-ce que vous pensez de ce point que vous soulevez sur ce rapport à l'État, finalement, des gauches et l'intérêt des chercheurs plus pour ces grands partis de gauche et l'État que pour les mouvements d'extrême gauche qui, eux, étaient plutôt antisystémiques? Oui, écoutez, oui. Alors justement, effectivement, merci de rappeler qu'il y a effectivement des différences entre la recherche sur le Maghreb et sur le Machrek. Et précisément, c'est pour ça que dans le livre, euh, l'article qui porte sur la Tunisie, c'est justement porte Oui, justement sur le Parti communiste tunisien. Et sur l'Algérie, on a aussi un article qui porte plus sur les questions de l'État, parce que effectivement, il y avait déjà beaucoup plus de recherches qui avaient été faites dans ces deux pays sur les groupes antisystémiques. Et donc, et qu'il y en avait moins sur la question de l'attitude de l'État. Par contre, c'est vrai que de Mashrek, euh, l'étude de ce qu'on appelle les nouvelles gauches reste tout à fait minorée. Donc au Liban, il commence à y oui, avoir des choses. Donc bon, il y a eu d'abord la thèse d'Agnès Favier, mais qui n'a jamais été publiée. Il y a le bouquin de Bardawi, il commence, bon, il y a certains textes que j'ai écrits. Sur l'Égypte, il n'y a quasiment rien, parce que le bouquin et les articles de Gennaro Gervasio, c'est en arabe, c'est en italien, c'est pas forcément les langues qui sont les plus accessibles à tout le monde. Sur la Syrie, il n'y a rien. Donc bon, je vais y remédier normalement bientôt, mm, parce que mais il y a quand même des groupes de nouvelle gauche en Syrie qui sont importants. Ça y est, on a les archives maintenant, enfin, on peut consulter les archives, il y a les documents, les militants sont tous en Europe. On peut les interviewer, même en Syrie, enfin, on peut les interviewer très facilement. Ils ont aussi, eux, écrit, donc le groupe Rabit al-Amal al-Shiyu'i Souri, qui est devenu ensuite Hizb al-Amal al-Shiyu'i Souri. Là, il n'y a rien sur ce groupe. Donc c'est vrai que là, il y a encore énormément de mm. travail à faire, il y a du matériel, il y a des gens qui sont tout à fait prêts à parler, donc il y a encore du boulot, encore du boulot. Mais est-ce que par rapport à cette question, justement pour approfondir le débat autour de votre livre, est-ce que c'est parce que les rapports de force étaient différents par exemple, si on prend le cas de la Tunisie et d'une certaine manière du Maroc, puisque même s'il y avait l'USFP, au sein de l'USFP, les courants d'extrême gauche ont souvent été plus forts, notamment au sein de l'Union nationale des étudiants marocains, hein. Est-ce que du coup, c'est pas aussi que les rapports de force Machrek-Maghreb n'aient pas été les mêmes? En gros, les mouvements d'extrême gauche au Maghreb ont été plus forts et même sont devenus hégémoniques à la gauche, Perspective, hein, qui a quasiment marginalisé le Parti communiste tunisien en faisant un élément de musée, hein, presque, qui ne s'est jamais remis. Au Maroc, on a aussi effectivement, au sein même d'un parti plutôt de gauche, on a quand même des mouvements d'extrême gauche qui sont extrêmement dynamiques, puisqu'ils ont la majorité au sein de l'Union nationale des étudiants marocains au Maroc, mais aussi en Europe, puisqu'il ne faut pas oublier que l'UNEM marocain a été le premier syndicat étudiant en France bien avant l'UNEF, hein, puisqu'ils est en termes d'adhérents. Donc du coup, est-ce que là, on n'est pas d'un côté plutôt un axe de gauche plutôt, je ne sais pas s'il faut dire systémique, mais plutôt de grands partis, euh, notamment liés entre guillemets plus ou moins à l'État au Machrek, et plutôt une extrême gauche qui est plutôt en rapport de force hégémonique à gauche au Maghreb. Est-ce que là, il n'y a pas, du coup, le désintérêt pour les extrêmes gauches au Machrek s'expliquerait peut-être parce que ces extrêmes gauches ont été plus marginales? Non, je ne sais pas. Je pose la question, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de réponse. Ouais. Alors je pense que c'est sans doute un élément de réponse, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que les groupes d'extrême gauche du Maghreb étaient plus connus en France. Oui, tout à fait, oui, À notre ouais, tout à rapport, fait, ouais. parce que alors autant les Libanais circulaient beaucoup plus, les Palestiniens aussi dans une certaine mesure, mais la Syrie, l'Égypte, ça restait beaucoup plus fermé sur Oui, soi. tout à fait, ouais, Donc c'est vrai que ça, je pense que ouais. c'est important et ça doit aussi être pris en compte. Peut-être il y a un franco-centrisme finalement à considérer l'extrême gauche parce qu'on la connaît et à l'ignorer parce qu'au au Machrek parce qu'on la connaît pas d'une certaine manière. Voilà. Les étudiants, ils étaient présents à Paris, effectivement, dans tous les Mm. lieux de réunion des étudiants arabes à cette période. Euh,
bon, c'est vrai qu'ils étaient moins puissants, mais il y a quand même eu des courants très, très Mais est-ce que puissants. par exemple, oui. Et une des questions par rapport à toujours à ce sujet, est-ce que peut-être la centralité, du rapport à Israël et de la question palestinienne au Mashrek a fait que, plutôt c'est une gauche de tendance plutôt nationaliste, qui a été plus hégémonique, alors qu'au Maghreb, je ne dis pas qu'elle était du tout pro-israélienne et un petit peu au contraire, mais au Maghreb, la moindre présence de cette question palestinienne, même si elle a été extrêmement présente dans les imaginaires et dans les mouvements, hein, mais elle était moins, en tout cas, ils la vivaient moins quotidiennement. Je dirais que la Palestine, elle émerge directement dans les sociétés. Bah, elle est frontalière de l'Égypte, elle est frontalière de la Syrie, elle est frontalière du Liban, alors qu'elle n'est pas frontalière de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie, alors qu'elle est dans toutes les têtes. Donc peut-être, est-ce que la question palestinienne et le fait qu'elle est au soit si centrale explique peut-être que du coup, ce qu'on pourrait appeler les partis nationalistes de gauche peut-être ont été plus forts au Machrek qu'ils l'ont été au Maghreb, même s'ils ont été aussi très forts aussi, quoi. Peut-être que le rapport. Peut-être Mmh. si, parce qu'ils vont déjà au Mashrek, et notamment au Liban, il y a quand même des groupes d'orientation assez diverses et on peut pas. Mmh. Enfin, je pense qu'il faut nuancer aussi un peu l'importance et la centralité de la question palestinienne pour tous ces groupes. Parce que D'accord. la question palestinienne est devenue centrale, notamment à partir de 68 au Liban. Et effectivement, le Liban a été embarqué, entraîné dans la guerre. La question palestinienne, les Palestiniens étaient centraux. Mais dans l'émergence de la nouvelle gauche, des groupes de la nouvelle gauche, euh, les facteurs n'étaient pas uniquement la question palestinienne. Il y a eu aussi eu d'énormes mobilisations sociales et des projets. Enfin, donc oui et non, voilà, oui, mais je pense qu'il faut nuancer parce que la question palestinienne n'était pas l'unique moteur de ces groupes. D'accord. Alors, autre question, cette fois qui touche plutôt la façon de travailler sur ces gauches arabes, c'est-à-dire vous, en tant que, vous êtes à la fois historienne, vous êtes politiste, vous réclamez de la socio-histoire et du coup sur l'usage des archives et notamment vous montrez très bien qu'il y a un enjeu sur l'usage des archives, ce qu'on pourrait appeler aussi les usages du passé et dans une perspective, foulcadienne dans laquelle vous inscrivez un peu, il y a finalement l'usage du passé a un sens profondément présent et futur, hein. On recourt au passé pour parler au présent et pour élaborer des projets futurs. Donc, du coup, je me disais, est-ce que cette recherche finalement sur les gauches arabes, c'est une recherche sur des archives qui sont des archives qu'on pourrait dire communes et qui ne sont pas forcément propres à ces gauches, ou est-ce que c'est des archives des militants? Du coup, la façon de faire l'histoire des gauches arabes, est-ce que c'est faire l'histoire sur les archives ou la manière dont les gauches ont archivé leur propre passé, ou est-ce que c'est carrément ouvrir des archives, je dirais pas tout azimut, mais presque. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans ma question. Ma question étant, ou l'interrogation que j'ai par rapport à ça, c'est que finalement, sur quoi travaille-t-on quand on fait l'histoire des gauches arabes? Est-ce qu'on travaille sur les bibliothèques et les archives personnelles des militants? Ou est-ce qu'on travaille aussi sur des archives, par exemple les archives sécuritaires, de fichage, etc. Bon, vous voyez, donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas une différence à faire une socio-histoire des gauches arabes ou une socio-histoire de la façon dont les gauches font l'histoire d'elles-mêmes, si je puis dire. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Et est-ce que finalement le chercheur n'est pas très dépendant encore du récit des militants eux-mêmes sur leur propre passé? C'est peut-être ça le sens de la question. Euh, oui, je ne sais pas comment répondre parce que je pense qu'il existe plusieurs manières de travailler sur ces courants en fonction des questions Mm. qu'on pose. Et évidemment, ce qui est disponible comme matériel, c'est les documents des gauches, c'est leurs témoignages actuels et les témoignages passés qui souvent sont différents parce qu'ils ont écrit, ils ont publié aussi à différentes périodes. Donc, en un sens, oui, bien sûr, euh, le chercheur est dépendant des matériels qui ont été laissés par les acteurs eux-mêmes, par les différents discours des acteurs eux-mêmes, Mm. mais aussi on peut se référer à d'autres discours, comme vous le dites, aux documents euh, des gouvernements, les archives. Bon, par exemple, dans le cas de l'Égypte, il y a tous les procès des étudiants au moment des Mm. arrestations, avec des documents gouvernementaux à ce moment-là.
Donc je pense qu'on peut utiliser les 2, ça dépend des questions qu'on fait. Et la question ensuite de la dépendance par Mmh. rapport au récit des acteurs, oui, elle se Oui, pose. c'est une vieille question, c'est pas ouais, ouais. Mmh. Donc après, c'est comme Mais, comment. par exemple, la question est ouais. Mmh. La question étant qu'effectivement, peut-être que les acteurs de gauche ont aussi tendance à archiver, hein. Donc du coup, c'est vrai que, et ça renvoie à un autre point que vous abordez, c'est qu'on est aussi beaucoup des gens qui sont dans le champ intellectuel, dans le champ culturel et le champ artistique. Et puis il y a aussi, ce que j'appellerais une forme d'autoconscience archivistique chez les acteurs de la gauche qui est très prononcée. C'est-à-dire l'idée de garder, de réexhumer des vieux tracts, donc du coup peut-être que je dirais pas qu'il est plus facile à faire, mais que ce travail de l'archive, il est aussi facilité parce qu'il y a une conscience de l'archive chez nombre d'acteurs de gauche qui sont parfois devenus éditeurs, écrivains, auteurs, et donc du coup qui finalement archivent eux-mêmes. Donc finalement, ça facilite quelque part un peu le travail. Voilà, c'est un peu le sens de la question que je voulais vous poser. Et pour les archives d'État, je suis heureux d'apprendre qu'il y a quand même des possibilités, effectivement. Mais par exemple, si on regarde aujourd'hui à l'échelle du monde arabe, quand même, les archives d'État sont assez peu accessibles. Ça dép Oui, Si on prend la Tunisie, même après la révolution, elles sont quasiment inaccessibles. Un président de la République a voulu les ouvrir et il s'est fait taper dessus, donc même en tant que président, vous voyez. Au Maroc, non, elles ont été ouvertes, mais par des voies, des canaux de règlement de droits de l'homme, où on en a caché certaines pour en exhumer d'autres. Bon, et en Algérie, bon, d'accord, bon, c'est un autre débat. Mais je veux dire par là, donc du coup, malheureusement, les archives sécuritaires de fichage, c'est des choses encore inaccessibles, quoi. Je pense, non, je ne sais pas ce que. oui, donc bien Oui. sûr, on parle Mm. aussi dans quel type des publications par des hommes de droit qui ont publié les documents, des procès des étudiants. Mais c'est vrai que les archives d'État, dans le monde arabe, c'est compliqué. Effectivement. Donc on a plus, effectivement, on reste plus dépendant des discours des acteurs ou Ouais. de leurs adversaires, parce qu'on a aussi accès Ouais. par aux documents des autres groupes politiques, pas uniquement aux Mmh. archives des. Oui. Alors, grand débat, et je peux dire que c'est un débat qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, c'est finalement comment catégoriser les acteurs de gauche. Bon, ça, c'est une question qui peut apparaître un peu tautologique, qui peut même apparaître assez stupide, hein, finalement, mais c'est quand même une grande question, finalement. Quand on fait un ouvrage comme le vôtre ou une recherche, et je pense que vous allez en faire d'autres, et, beaucoup d'autres, donc dans l'avenir, et notamment sur les gauches arabes, bien sûr, va se poser la question des délimitations et des frontières de ce qu'on entend par gauche, hein. Alors, j'ai envie de dire qu'on peut se référer aux autodéfinitions des acteurs dans des contextes donnés, hein, qu'effectivement se disaient de gauche, dans leur propre langue d'ailleurs. Mais là aussi, et vous avez l'air de poser comme hypothèse, et vous la tenez assez bien d'ailleurs dans votre introduction et dans votre livre, finalement, au-delà de la diversité et des évolutions des mouvements qui ont y compris ont pu se droitiser, devenir conservatrices, c'est ce que vous appelez malgré tout la persistance, ou du moins la matrice de sens et de valeur. Donc il y a une matrice de sens et de valeur. Mais du coup, on peut se poser une vraie question, et notamment pour les gauches arabes. Est-ce que cette matrice de sens et de valeur, quel sens elle a? Excusez-moi de faire ce jeu, c'est pas un jeu de mots, mais quand on sait qu'elle peut être aussi faire l'objet d'instrumentalisation, y compris autoritaire et conservatrice. Bon, bien sûr, le cas du Baas syrien-irakien, est-ce qu'on peut considérer que c'est des partis de gauche? Ils l'ont été, mais est-ce que du coup ils sont plus marqués finalement dans leur trajectoire plutôt aux années 70, par leur côté autoritaire, conservateur, étatique, voire sécuritaire. Bon, ça paraît évident, j'ai envie de dire, ils ont été peut-être des partis de gauche, ils ont continué à avoir des internationales de gauche, puisque c'est des partis qui ont entretenu des affiliés dans tous les pays du monde arabe, qui peut-être étaient progressistes, mais qui ne voyaient pas ce qui forcément se passait dans ces pays eux-mêmes. Bon, en gros, être militant bassiste tunisien sans voir que finalement ces régimes étaient devenus des régimes complètement autoritaires, conservatrices, etc. Bon, peu importe, on ne va pas épiloguer sur ça. Mais ça, je dirais que c'est plus évident. Mais sur les partis communistes, par exemple. Sur les partis communistes, c'est peut-être moins vrai au Machrek, que je connais moins, mais c'est au Maghreb, on a carrément des partis communistes qui vont être pour réclamer du marxisme, de la lutte des classes, et qui vont
pourtant avoir parti lié parfois avec les pouvoirs. Hein, le cas du Parti communiste marocain, qui est un parti monarchiste, contre même les sociodémocrates, qui au départ sont assez tièdes sur la monarchie, ils le deviendront plus tard. En Tunisie, où le Parti communiste, même à l'époque de Ben Ali, va collaborer avant de redevenir un parti d'opposition. Mais bon, il a été aussi un parti. Bon, ça, je sais que ça va déplaire à certains de le dire. Du coup, finalement, oui, matrice de sens et de valeurs, mais du coup, comment on peut étudier cette matrice de sens et de valeurs, sachant qu'il y a, y compris des partis d'État, j'oublie de dire, par exemple, la Tunisie, le parti du Ben Ali était membre de l'Internationale socialiste contre un autre parti qui était aussi membre de l'Internationale socialiste, le parti de Moustapha Ben Jaffer, qui lui était à peine reconnu par l'Internationale socialiste. Donc, du coup, comment délimiter, catégoriser, sans faire de, je dirais, inclusion-exclusion d'acteurs, mais en tenant compte de ces processus d'instrumentalisation, finalement, de ce que sont les valeurs de gauche à des finalités autoritaires et sécuritaires. C'est un peu une question complexe, je sais, mais finalement, qu'est-ce qu'est la gauche quand on voit un certain nombre de partis qui en font des projets quasiment dictatoriaux, quoi, et pas de la lutte et pas de la dictature de classe, hein, mais carrément des produits dictatoriaux au sens conservateur du terme, quoi. Voilà, je ne sais pas si, du coup, la question de la catégorisation, comment on peut la poser? Faut-il la poser déjà? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est légitime? Effectivement, je pense qu'on ne peut pas ne pas la poser. Et après, garder ou pas garder la catégorie, bon, je pense qu'on ne peut pas édicter de règles concernant le bien fondé de l'usage d'une catégorie, mais effectivement, je pense que la seule attitude à adopter, c'est de ne pas faire d'usage dogmatique des catégories et de toujours problématiser et historiciser une catégorie, parce qu'effectivement, toute catégorie peut être détournée, utilisée à des fins complètement diverses, opposées. Et donc, je pense qu'il y a que cette solution, toujours problématiser, interroger, historiciser, et pas faire de dogmatique des catégories. C'est bon, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le livre, enfin, puisque tous les auteurs, justement, Oui, tout à fait. pas de vision définitive, mais justement des problématisations, des nouvelles interrogations sur D'accord. la gauche, ce que c'est qu'une gauche nationaliste, étatique. Mmh. Mmh. Alors peut-être dernière question avant de laisser la place au débat avec, les très, très nombreux, personnes qui sont sur le webinaire, donc qui discuteront directement avec vous. Hem Vous, bien sûr, votre livre rend compte de la diversité des trajectoires, des gauches arabes au pluriel, hein, d'ailleurs, puisque vous l'employez au mot pluriel, aussi des débats, effectivement, des débats contradictoires, et cetera. Heu, Est-ce qu'au bout du compte, si on réunissait, tous les auteurs de votre livre aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire, autour d'une table, est-ce qu'on pourrait dire qu'il a existé une conscience de gauche arabe? Est-ce qu'il y a une conscience d'appartenir? Alors quand ma question a 2 volets. D'abord une conscience qui, malgré cette diversité, cette hétérogénéité, fait que les gens avaient conscience d'appartenir à un camp plutôt qu'à un autre. Donc gauche versus réactionnaire versus conservateur. Donc est-ce qu'il y avait des éléments, ne serait-ce que dans les consciences et dans les esprits, qui faisaient qu'on s'identifiait à un camp par opposition à un autre, hein? Et puis, l'autre question, donc, qui est-ce qu'il y avait une conscience des gauches arabes au sens d'être différentes des autres gauches françaises, américaines, britanniques? Donc ma question a 2 volants, si je puis dire. Le volant d'une conscience pas unitaire, mais disons, d'appartenir à un camp. Voilà, il y avait un ennemi. Il y avait comme dirait, Raymond Aron, il y avait, la production d'un ennemi, c'est-à-dire, finalement, nous sommes différents, mais il y a bien des gens qui sont encore plus différents que nous, c'est les réactionnaires, les conservateurs, ceux qui vont. Et puis, au-delà de cette question, ma question aussi, finalement, est-ce qu'il y avait la conscience d'être une gauche particulière quelque part? Oui, par rapport aux autres gauches du monde, que ça soit, par rapport aux gauches, notamment occidentales, bon, mais aussi peut-être latino-américaines ou autres. Voilà, je ne sais pas si, de ce point de vue-là, il y a des éléments que vous pouvez, et que votre livre apporte à ce débat, en tout cas. Mmh. Alors, effectivement, je pense que la ligne de fracture, c'est vraiment entre. Enfin, je pense que ce qui est vraiment déterminant pour comprendre ce que c'est que les gauches dans le monde arabe et dans le monde à cette période, des années 50-70, c'est quand même qu'il y avait de la guerre froide. Donc, effectivement, il y avait, il y avait la production d'un ennemi. Et l'ennemi, c'était l'impérialisme
américain, le sionisme. Et donc, effectivement, c'était contre ça et c'est pour ça qu'elle se situait dans une perspective globale. C'est pour ça même si en même temps cet internationalisme demeurait très vague, très flou. Il y avait à la fois la conscience de faire partie d'une communauté globale de la Révolution, des références à des modèles, mais qui restaient des modèles très lointains, ou avant, en tout cas, si ce n'étaient pas des modèles, mais à des exemples, ou bon, comme le Vietnam. Donc, à la fois, on se situe dans une perspective mondiale, et en même temps, finalement, ça va être des enjeux extrêmement locaux qui vont être déterminants sur le plan des actions quotidiennes et des organisations. Est-ce qu'il y avait une conscience arabe d'être une gauche Arabe, oui, de gauche, de cette fois, ouais. qui se définissait, et de la distinction par rapport aux gauches européennes? Oui, bien sûr, je pense qu'il y avait effectivement une conscience d'être de gauche arabe, mais là encore, le rapport à l'arabisme est extrêmement complexe et il est différent en fonction des organisations. Pour prendre par exemple deux exemples justement dans le même pays, au Liban. Si on prend l'exemple du groupe trotskiste fondé par Shida Ashkar et du groupe Liban socialiste, donc qui avait été fondé par Trablussi Sharara. Le groupe trotskiste, il sort du lycée, il sort du communisme, il sort d'une tradition qui est déjà qui se veut internationaliste. Tandis que le groupe Liban socialiste, ils sortent de l'arabisme. La plupart des fondateurs de ce groupe-là, ils sortent du bassisme. C'est des déçus du bassisme. L'un des événements qui a catalysé la formation du groupe, c'est l'échec de l'Union arabo-syrienne. Bon, donc ils ont donc, donc autant le groupe qui sort de l'arabisme, Liban socialiste, ils vont de plus en plus s'orienter, ne plus vraiment faire référence à la question arabe, s'orienter vers le Liban, vers des enjeux nationaux, locaux, tandis que le groupe d'Ashkar, le groupe trotskiste, va garder une perspective et une conception fortement à la fois arabiste et nationaliste, avec l'idée qu'il ne peut y avoir de révolution qu'arabe et que la révolution arabe se situe dans un ensemble géopolitique plus large. Donc maintenir, au moins d'un point de vue conceptuel, l'idée qu'il y a un arabisme, donc qu'il faut former un ensemble géopolitique, économique arabe, et ça avec une vision mondiale aussi qui reste celle de la révolution mondiale, la révolution permanente. Voilà, donc il y a pour donner deux exemples de rapports complètement différents à la fois à l'internationalisme et à l'arabisme, alors qu'on parle de groupes qui sont issus du même pays, quoi, le Liban. Laure, je vous laisserai reprendre la parole pour conclure, mais là, on va laisser la parole donc aux internautes, auditrices et auditeurs qui sont très, très nombreux. Hein, donc, je crois qu'ils sont plus de 60, donc à vous écouter. Donc, on va leur laisser la parole. Alors, Myriam Catus, merci. Laure et Vincent pour cet échange autour de l'ouvrage que je trouve passionnant. Je voulais poser une question qui déborde un tout petit peu l'ouvrage, mais qui en montre aussi toute l'actualité. Laure, est-ce que tu pourrais éventuellement revenir sur la façon dont les différents chapitres de l'ouvrage nous permettent de comprendre la façon dont aujourd'hui les organisations de gauche sont interpellées par toute une série de conflictualités qui s'expriment dans d'autres, je dirais, dans d'autres organisations que celles dans lesquelles elles se sont longuement activées, mobilisées, etc. Alors oui et non, parce que c'est vrai que dans le livre, on est quand même vraiment concentré sur les années 50-70. Il y a une proportion importante du livre qui porte vraiment quasiment exclusivement sur les années 50-70, plus que sur la période contemporaine. Bon, alors, du coup, c'est vrai qu'on est plus sur la partie histoire que sur la partie héritage, mais il y a quand même oui, je suis en train de regarder. Il y a quand même notamment deux chapitres qui portent sur les discours actuels de figures passées. Donc il y a le travail de Philippe Winkler qui fait un chapitre sur un révolutionnaire irakien, Ahmed Zaki, et comment son histoire a été relue aujourd'hui. Et puis il y a aussi l'article de Samer Frangier
sur l'intellectuel Hossein Mroué. Donc, dans le cas de ces deux articles, donc l'un sur le Liban et l'autre sur l'Irak, on a la problématisation des discours actuels sur des figures du passé. Bon, après, bon, évidemment, il y a aussi c'est vrai que la plupart quand même, des articles portent sur la période passée. Bon, on a un afterword de Abdelrazak Atakriti qui porte sur le Golfe, donc là qui englobe aussi la période actuelle et la période passée. Mais on est quand même vraiment beaucoup plus axé sur la période 50-70, avec des chapitres qui portent sur les groupes politiques et la vie politique et les organisations politiques, mais d'autres aussi plus sur les questions culturelles, les écrivains, les médias. Alors sinon, en attendant que le micro se mute, je vois qu'il y a une question écrite de Marek qui me demande s'il y a eu des Oui, contacts. sur le rapport entre les gauches arabes et les gauches iraniennes, effectivement. Alors là, je vais répondre oui, il y en a eu, et je renverrai au travail de son nom m'échappe, Eskandar. Il y a un chercheur qui a travaillé là-dessus, justement, qui a travaillé sur l'Iran et les groupes. Je le retrouverai, puis contactez-moi, parce que je ne me souviens plus de son nom. Iskandar quelque chose. Mais donc, oui, il y a eu des... Pardon, Laure, c'est Saderi Borojerdi. Voilà, exactement, merci. Oui, il a travaillé justement sur les rapports entre les groupes iraniens et des groupes arabes. Il a publié au moins 2 ou 3 articles récemment sur cette question. Oui, Marek, allez-y, je vous en prie. D'accord. Merci d'avoir répondu à ma question. Voilà, je m'intéresse beaucoup au lien avec voilà à l'histoire de la gauche iranienne, comme vous voyez. Bon, c'est voilà. Et alors en fait, là, ma question, elle concerne davantage l'ensemble du monde, enfin plus musulman. Alors, j'ai plus du tout la référence, mais il y avait un travail très intéressant qui montrait que, que justement le point de bascule pour toute une partie de la gauche arabe et entre autres palestinienne, voilà, d'acteurs, d'intellectuels, de mouvances, justement, voilà, d'un discours de gauche classique marxiste, justement à l'islamisme, a été le point central a été justement la révolution iranienne de 79. Voilà, est-ce que vous avez ressenti ça dans voilà quoi voilà, dans vos recherches sur l'ensemble de ces groupes sur les pays arabes? Voilà, merci. Oui, merci. Oui, alors en effet, parce qu'effectivement, autant d'un point de vue systémique à l'échelle mondiale, le 89 est une date absolument cruciale, mais il est vrai que dans le monde arabe, on peut dire que 79 marque déjà la fin de l'hégémonie des gauches, ou du moins de l'hégémonie de la syntaxe de gauche. Donc oui, c'est tout à fait déterminant. Manu, comment expliquer la stagnation de la gauche arabe et le frein à son élan donc pendant la période des années 50-70? Donc, comment expliquer cette stagnation? Voilà. En fait, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je vois qu'il reste 2 minutes et qu'il y a au moins 3-4 questions. Donc, voilà. il y a une question sur les rapports, les similarités et différences entre le mouvement de gauche dans le monde arabe et en Europe. Et puis quoi? La présence de groupes anarchistes actifs dans le monde arabe SVP. Alors, pour la question Europe-monde arabe, moi, c'est une question sur laquelle je travaille. Donc bon, je vais publier quelques articles sur cette question. Il serait qu'on peut l'aborder de différentes manières. Donc un des points qui est important, c'est comment les gauches, les relectures des nouvelles gauches communistes ont été absolument essentielles dans la formation des acteurs de la nouvelle gauche dans le monde arabe, sachant qu'il y a beaucoup de ces acteurs ont étudié en Europe, aussi bien les Libanais que les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, beaucoup ont étudié en France, en Angleterre, dont la France est centrale, et donc ont lu, lisez Le Monde, lisez les ouvrages de Maspero. Donc c'est important de voir qu'il y a eu des circulations, que les acteurs du monde arabe ont lu et étaient au courant de ce qui se passait en Europe, mais inversement, c'est aussi important de prendre en compte le fait
qu'il n'y a pas eu une influence simplement dans un sens, avec l'influence de l'Europe sur le monde arabe. Il y a aussi eu l'impact des acteurs du monde arabe sur la transformation des dynamiques politiques en France. Et donc, par exemple, l'exemple le plus évident sur cette question, c'est le retournement de l'attitude des gauches françaises sur la question de Palestine. En 67, Sartre, ils n'osent pas trop se mouiller, même s'ils font leur... Donc, en 67, on a une gauche française qui est massivement pro-israélienne, et c'est simplement petit à petit qu'en quelques années, les choses vont changer, et dans ce changement, beaucoup d'acteurs des nouvelles gauches arabes vont avoir un rôle absolument déterminant. Bon, alors c'est pas le seul élément parce que c'est compliqué. Donc là, d'ailleurs, je vais écrire un article là-dessus. Donc oui, alors il y a des circulations, il y a aussi des circulations de militants européens dans le monde arabe. Bon, ils vont faire leur pèlerinage dans les camps palestiniens, même s'ils n'ont pas un impact. Donc il y a effectivement des circulations, des échanges, des impacts réciproques de l'Europe monde arabe. Des anarchistes. Alors, les anarchistes, c'est quand même plutôt 19e, 20e. Au début, l'anarchiste, c'était une présence notable à l'époque contemporaine. Je ne sais pas ce que vous appelez anarchiste. Est-ce que les. Comment ça s'appelle? Il y a les groupes conseillistes. Bon, je ne sais pas si vous les classez comme anarchistes, mais parce qu'il y a quand même des groupes conseillistes, l'international situationniste, et des groupes arabes. Dans ce cas-là, on peut les classifier comme groupe anarchiste actif dans le monde arabe, même s'il reste minoritaire. Et alors, l'autre question que je suis pas sûre de comprendre. Je vais essayer d'y répondre, si tu veux, l'autre question. Voilà. Disons que, sur la Tunisie? Non, c'est sur la stagnation. Bon, c'est un peu une question. D'accord. Ah oui, la stagnation. Je pense que notre ami a voulu dire que comment expliquer finalement, c'est que bon, ça voudrait dire qu'il faudrait reprendre toute l'histoire et peut-être qu'on peut vous renvoyer au livre du coup Effectivement, sur l'échec. Ce qui était déterminant, je pense, dans cette hégémonie de syntaxe de gauche, c'était vraiment le fait qu'il y avait un monde partagé en deux, du moins d'un point de vue rhétorique et idéologique, même si en effet il y avait des transferts entre l'Est et l'Ouest. Donc la production d'un ennemi, dans la formule que tu évoquais tout à l'heure, et ça c'est ce qui faisait quand même, ce qui créait une forme d'unité. Et par exemple sur l'échec de l'hégémonie de gauche, pas l'échec de l'hégémonie, ça veut rien dire, mais le déclin en fait des mouvements de gauche et notamment pour prendre un espace très précis, l'université. Bon, prenons un espace précis, on pourrait prendre d'autres espaces. Ce que disait par exemple Nordin Ben Reder, qui était le compagnon de Gilbert Nakache en prison, c'est que au sein même de la gauche, les thèmes islamisants montaient. C'est-à-dire que l'hégémonie islamiste s'est déjà vue au sein même de l'évolution de gauche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, tous les thèmes identitaires autour de l'islam, de la langue, etc., sont des thèmes qui vont d'abord se développer au sein de la gauche, en fait. Et que l'islamisme, n'étant pas forcément directement lié à la gauche dans son émanation, mais en tout cas, les thèmes sociétaux de l'islamisme sont déjà présents, en creux ou pas en creux d'ailleurs, au sein de la gauche, et y compris dans les méthodes de lutte. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de fracture finalement. Il y a déjà sur la Tunisie, oui, est-ce qu'il y a un lien entre la société? Est-ce que tu veux y répondre sur ça? Le lien entre les organisations de la société civile et la gauche, avant de conclure, peut-être, à propos de la Tunisie? Laure, oui? Alors, je suis en train de lire la question. Oui, mais je pense que ça, effectivement, non seulement dans le cas de la Tunisie, mais dans beaucoup de pays, on a évoqué dans le cours de la discussion, beaucoup d'acteurs qui étaient des acteurs militants dans des groupes de gauche dans les années 50-70 sont ensuite devenus des acteurs de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire toute une série d'associations qui militent, qui continuent à militer ou à intervenir du moins dans le champ social, dans différentes sphères sociales, mais sans être forcément appartenir à un parti politique. Donc oui, bien sûr, il y a un rapport entre les gauches des années 50-60 et le champ de l'activisme en ONG, associatif à l'heure actuelle, enfin, depuis les années 90 et jusqu'à nos jours.
qui est aussi cette société civile associative, entre guillemets, bien sûr, c'est aussi un repli pour beaucoup de militants face à la répression. C'est-à-dire qu'ils sont moins exposés paradoxalement dans ce type d'association, même tout en étant exposés, que dans des partis, entre guillemets, révolutionnaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Parce qu'on va te laisser quand même la parole pour conclure. Donc, nous sommes arrivés à l'heure. Finalement, si tu devais, pour repartir de ton hypothèse très originale, finalement, de cet héritage extra-partisan, extra-politique de la gauche, pour nous dire finalement, ben non, il n'y a pas de défaite de la pensée ou les pensées sont toujours là, quelque part, même si ton livre n'est absolument pas normatif et idéologique, mais malgré tout, il donne presque un espoir, c'est pas le but de ton livre, mais il donne un espoir à ceux qui ont été des militants de gauche, de dire finalement, on a quand même laissé quelque chose. Finalement, une des conclusions qu'on peut faire de ton livre, c'est de dire, même si on est moins hégémonique, moins présent, moins visible, on a quand même laissé un héritage, et un héritage vivant. Alors, si tu devais donner 2-3 exemples, illustrations de cet héritage vivant des gauches arabes aujourd'hui dans les champs culturels, intellectuels, dans la société, quels seraient-ils? Assez courts, mais ceux qui te viennent à l'esprit ou ceux que tu trouves les plus saillants, les plus marquants. Je parlerai des femmes, des associations de femmes notamment, parce que Oui, sur la question des rapports hommes-femmes, c'est tout à fait ambivalent, parce que souvent dans les groupes de nouvelle gauche, ils se disaient prenez l'égalité homme-femme, alors que beaucoup d'hommes continuent à avoir un comportement extrêmement machiste. Mais donc plusieurs de ces femmes qui ont été embringuées dans ces groupes, qui vont souvent émettre une critique absolument féroce de ces groupes à cette époque-là, vont ensuite continuer à se mobiliser en disant plus jamais dans un parti, plus jamais dans un groupe de gauche, mais en revanche à travailler pour l'histoire des femmes ou les différentes questions liées à la femme. Donc on peut penser au groupe Bahissat au Liban, formé de diverses chercheuses libanaises, ou bien en Égypte, des femmes qui ont écrit, travaillent à une écriture de l'histoire des mouvements des femmes. Donc c'est vrai que voilà, c'est je pense un des apports qui reste marquant aujourd'hui sur la question de la femme. d'accord. Donc finalement, que un parlement à majorité islamiste en Tunisie vote la parité, c'est aussi un héritage de gauche quelque part. Non, mais c'est pas du tout une plaisanterie. Voilà, d'accord, la poncle, une parité qui est tout aussi forte que celle. Alors, on va vous remercier, Laure, vraiment d'avoir pour votre livre déjà. On encourage vraiment par l'ensemble des auditrices et des auditeurs à lire ce livre. D'abord, c'est un soutien à la production universitaire. Il faut dire que la production universitaire doit être soutenue. Les livres sont parfois un peu chers, mais il faut les faire commander par vos institutions, par les bibliothèques, par vos universités, par vos programmes ANR, par vos programmes ERC. Donc, c'est une manière de soutenir la recherche que de soutenir les livres, les publications. C'est aussi que cette recherche universitaire, avec un grand U universel et universitaire, puisse perdurer. Donc, et c'est aussi pour ça que ce cycle de présentation de livres est prévu. Donc, on vous retrouvera donc très prochainement le 16 février, donc c'est dans 15 jours, avec un livre de Thomas Egghammer, donc qui sur Abdallah Hazam, donc ce Palestinien qui a voué sa vie, qui a été assassiné, mais qui a voué une partie de sa vie, notamment au djihad. Et donc, un livre sur Abdallah Hazam et la montée du djihad global, de la montée du djihad mondial. Ça sera le prochain débat. Donc pareil, donc à 13h, le 16 février, donc dans 14 jours, et on vous donne rendez-vous. Un grand merci à Laure, un grand merci à Myriam Catus et à Thomas Pierret qui sont à l'origine de ce séminaire, à Jean-Christophe Pessard, le patron de la médiathèque qui est aussi à l'origine de ce séminaire, et merci à vous toutes auditrices et à vous tous auditeurs, et on vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup.